Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter une activité de lecture qui s'inscrit dans le troisième module, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Une activité qui a pour objectif d'étudier la fonction de l'argumentation dans un roman. Nous vous avons choisi comme support le chapitre 6 du roman Le dernier jour d'un condamné. Avant de commencer, j'aimerais vous en lire un petit passage. Il s'agit en l'occurrence du premier paragraphe. Je me suis dit, puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Mais quoi écrire, pris entre quatre murailles, de pierre nue et froide, seul à seul avec une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort? Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde? Et que trouverais-je dans ce cerveau flétri et vide qui vaille la peine d'être écrit? Voilà, donc on commence maintenant par identifier et situer ce passage. Pour mieux donc identifier ce passage, je vous invite à répondre aux questions suivantes. D'abord, quel est le genre de ce texte? C'est un roman à thèse. Qu'est-ce qu'un roman à thèse? C'est un texte à idées qui a pour objectif de défendre une idée ou de réfuter une idée ou une réflexion, que ce soit politique, religieuse ou sociale, et dont l'histoire n'est qu'un habillage, n'est qu'un prétexte pour défendre ou réfuter cette théorie ou cette idée. Quel est son type? C'est-à-dire le type de ce texte, c'est un texte argumentatif. Où se passe l'action? C'est bien évidemment à Bicêtre. Depuis combien de temps? Depuis 5 semaines. Récapitulons. Ce texte est le chapitre 6 de l'œuvre intitulée « Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo », né, juste à titre de rappel, en 1802 à Besançon et mort à Paris en 1885. Il est, je parle du texte, présenté sous forme d'un monologue à visée argumentative. Toujours dans le cadre de l'identification et de la situation de ce texte, voici donc les questions auxquelles vous êtes censé répondre pour mieux situer ce passage. D'abord, quelle est la demande faite par le condamné une fois arrivé à Bicêtre? Vous savez bien que le condamné, une fois il a entendu sa sentence, il a été transféré à Bicêtre. Il a à Bicêtre, il a fait sa première demande. Quelle est cette demande qu'il a faite? La réponse, il s'est pourvu en cassation. C'est quoi un pourvoi en cassation? C'est ce recours extraordinaire accordé à un condamné, quel qu'il soit, ou bien accordé au condamné, pour contester cette décision de justice, ou bien une décision de justice en dernier ressort. Il demande tout simplement à ce que son verdict soit revu. Quelles sont les mesures prises par les responsables de la prison après l'arrivée du condamné? C'était donc, une fois arrivé à Bicêtre, à la prison, les responsables de la prison ont pris un certain nombre de mesures et de précautions, lesquelles? D'abord, pas de couteau, pas de fourchette, la camisole de force. Comment l'on se comporte avec lui, surtout au début de son arrivée, juste après son arrivée, avec gentillesse et docilité. Quels sont les privilèges dont il bénéficie? Il bénéficie des moyens d'écrire, à savoir un encrier, une plume, une table, etc.
En guise de récapitulation, après avoir entendu sa sentence, le condamné est transporté à Bicêtre. Grâce à sa docilité et à sa bonne conduite, il a eu droit à la promenade une fois par semaine, à enlever la camisole de force, et il a eu droit aux moyens d'écrire, plume, encrier. Notre analyse s'articulera sur deux axes importants, dont le premier est un discours organisé pour un argumentaire bien fondé. Pour bien comprendre ce mouvement, voici les questions auxquelles vous êtes invités à répondre. D'abord, quel est le type des phrases dominant dans le texte? Je parle du type dominant. Il s'agit bien sûr des phrases interrogatives. Comment appelle-t-on ce genre de questions? Ce sont de fausses questions. La fausse question, on l'appelle aussi l'interrogation oratoire ou rhétorique. Ce sont des interrogations ou bien des questions auxquelles on n'attend pas une réponse. À quoi sert cette stratégie d'écriture? Cette stratégie d'écriture implique directement le lecteur puisqu'il lui donne l'impression de participer simultanément à la réflexion du condamné. Qu'est-ce qui justifie l'acte d'écriture chez le condamné? Vous savez bien que le narrateur ou bien le condamné, au début, il a pensé à son projet d'écriture. Mais il a hésité pour la simple raison que, dit-il dans le texte, tout ce qui l'entoure est décoloré et monotone. Rien ne l'exhorte, rien ne l'incite, rien ne l'encourage à écrire, à se lancer dans son projet d'écriture. Mais par la suite, il va renoncer à cette idée et il va opter finalement pour l'écriture. Pour un certain nombre de raisons, dont voici quelques-unes. D'abord, l'écriture est une thérapie pour moins souffrir. Écrire, ça permet de distraire. C'est une sorte de thérapie, c'est une sorte de traitement psychologique important. La deuxième justification, ou la deuxième raison, la souffrance du condamné doit servir d'exemple, doit donner un exemple aux autres. Et puis, cet écrit doit entraîner une réflexion des hommes de loi sur la peine de mort. Donc, ça doit servir, ça doit permettre, ça doit entraîner une réflexion aux hommes, une réflexion des hommes de la loi, pour ne pas avoir la main légère et pour réfléchir avant de prononcer un tel verdict. En guise de synthèse, partielle bien évidemment, le narrateur se livre à un monologue intérieur, dans un discours organisé à visée argumentative. Son argumentaire se présente comme suit. Problématique, écrire ou pas écrire. Thèse réfutée, sa condition de condamné le prive de sa liberté de penser. Thèse soutenue, son écrit doit permettre une prise de conscience collective du caractère barbare de la peine de mort et aboutir à son abolition. Donc, le narrateur a adopté un plan. Il a d'abord posé sa problématique. Écrire ou ne pas écrire. Il va hésiter au début. Pourquoi? Parce que, d'après lui, rien ne peut lui permettre d'écrire. Rien ne peut l'encourager à écrire. Et puis, il ne peut pas penser à autre chose qu'à l'idée de la mort. Il n'a qu'une seule pensée à l'esprit. Donc, la matière n'est pas là. La matière est inexistante. Mais il finit par
revenir sur son hésitation, ça veut dire renoncer à cette hésitation, et décider d'écrire, de se lancer dans son projet d'écriture, pour un certain nombre de raisons dont on a parlé. C'est la thèse qu'il se tient, enfin. Son écrit doit permettre une prise de conscience collective du caractère barbare de la peine de mort et aboutir à son abolition. Alors, le deuxième mouvement sur lequel va s'articuler notre analyse, c'est un réquisitoire contre la peine de mort. Alors, pour bien comprendre, voici les questions auxquelles je vous invite à répondre. Pourquoi le narrateur veut-il écrire? C'est bien évidemment pour s'opposer à la peine de mort. Que cherche-t-il à dénoncer à travers l'écriture? Il cherche à dénoncer l'hypocrisie de ceux qui condamnent, en opposant dans le texte le mot triomphant et les raisons de leur triomphe. Les triomphants, ce sont ceux qui sont fiers de leur façon peut-être de juger les gens. Ce sont ceux qui condamnent. Et la raison pour laquelle ils sont fiers et ils triomphent, ils prétendent avoir triomphé, c'est tuer sans presque faire souffrir. Le mot ici presque est utilisé à titre ironique. Toujours dans le cadre du deuxième mouvement, quels procédés littéraires sont-ils utilisés pour cette raison? D'abord, l'emploi des questions rhétoriques, dont on a déjà parlé, avec la répétition de négation, ne voit pas, n'ont pas réfléchi. L'emploi des figures de style, de l'ironie et d'amplification, à savoir antiphrase, hyperbole, répétition, énumération, gradation, anaphore, etc. En guise de synthèse partielle, le narrateur veut écrire pour s'opposer à la peine de mort. Son témoignage sera l'occasion pour les autres hommes pour réfléchir à la condition des condamnés à mort. À travers ce texte, Victor Hugo livre un violent réquisitoire contre la peine de mort. Et on finit par cette synthèse. Le texte met l'accent sur la portée de l'écriture du journal intime du condamné, qui n'est autre que la visée de Victor Hugo à travers ce roman, à thèse, qui constitue un vrai plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort. Voilà, notre cours touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous en avez bien tiré profit. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne Français avec J'adore et de me laisser des commentaires si c'est possible en dessous de la vidéo. Merci encore une fois, merci de votre attention et à la prochaine.